Donc nous reprenons nos débats avec la 4e clé, établissement de soins, pourquoi faire? Et je demande à Charles Guéprat, Elisabeth Hubert, Jérôme Nouzared et Marc Penaud de monter sur scène. La modération sera assurée par Jean-François Lemoine. Venez vous asseoir. Voilà. Voilà. Vous pouvez envoyer la vidéo. Lyon, années 60. Madeleine vient d'être diagnostiquée d'un cancer du sein, la tumeur fait 3 cm. Elle est hospitalisée 12 jours pour subir une ablation. Bordeaux 2017. Une mammographie a révélé une petite tumeur chez Laure. Une opération est programmée. Elle se rend à l'hôpital un matin et rentre chez elle le soir même. Avec des interventions de moins en moins invasives et la montée en puissance de l'ambulatoire et du HAD, la structure classique des hôpitaux et des cliniques semble vaciller sous les coups de boutoir des progrès médicaux. Au point que les jours de cette institution au cœur du système de santé français, depuis des décennies, soient comptés. Les établissements de soins ne peuvent plus continuer à gérer de front sous le même toit, avec les mêmes équipes, une greffe de rein au premier étage, le clochard aviné qui revient pour la 20e fois aux urgences, le lavage des draps au sous-sol. Il doit se recentrer sur son cœur de métier, les soins chirurgicaux et médicaux lourds et complexes. L'hôpital de demain sera de moins en moins un bâtiment avec des lits qu'un réseau d'information et de conseils avec transfert des données en haut débit entre praticiens hospitaliers, cliniques et médecins de ville. Plus que jamais lieu d'expertise, l'hôpital et la clinique de demain auront vocation à accompagner le malade dans son parcours de soins, même si celui-ci n'est pas hospitalisé. Le relais avec les maisons de santé deviendra permanent via la télémédecine. Les groupes hospitaliers de territoire, les fameux GHT, devront se transformer en groupes sanitaires de territoire, les GST, embarquant dans une même dynamique tous les acteurs publics et privés. Du CHU à la maison ou au centre de santé, en passant par les cliniques et hôpitaux, une coopération sans suspicion ni dogme d'un autre âge est le seul moyen de parfaire notre système sanitaire. Chaque établissement, chaque soignant devra trouver une place qui corresponde à sa spécificité, elle-même reposant sur ses nouvelles missions. Le changement, c'est bien maintenant. Bonjour à toutes et à tous. On a l'impression que tout est dit dans ce petit film, qu'on va se réveiller. Non. Bah, écoutez, il y a un problème chaque année à Cham, c'est qu'on annonce la mort de l'hôpital, tous les ans. L'année d'après, je me retrouve avec le même débat. L'hôpital est-il mort? Je me disais que ça allait s'arrêter cette année. Eh bien non, on revient. L'hôpital est-il mort? Mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu une explosion du système politique traditionnel. On l'a vécu au printemps. C'est peut-être le signal que les choses vont s'accélérer, surtout qu'elles le peuvent. Alors on a réuni des gens qui ont promis de ne pas pratiquer la langue de bois, ce qui n'est pas facile sur ce sujet. J'essaierai de poser des questions précises, même si elles irritent. Car l'hôpital à tout faire semble condamné, mais la bête a la peau dure. On va déjà pas perdre de temps. Il faut que vous sachiez un petit peu ce que tout le monde a envie de dire. J'aime les débats animés. Alors on va commencer par un petit sondage. Une question simple, pas pour vous, pour nos invités. L'hôpital public dans sa version début de siècle, je veux dire du 21e, c'est fini. Et vous pouvez répondre par 4 propositions. Oui, oui mais... Non, non mais. Alors oui, c'est fini, on a bien compris. Et on va commencer par vous, Elisabeth. Oui. Oui. Oui, oui, j'ai changé d'avis depuis hier. Vous allez comprendre pourquoi elle a changé d'avis, tout ça. Donc oui. Oui, mais je dis simplement, parce que le sens du mot hospitalisation ne sera plus le même que celui d'aujourd'hui. Alors c'est peut-être un petit oui mais, non? Non, c'est oui. Oui, d'accord. Bon, pas de problème. Charles Guéprat. Oui, mais on en a quand même encore un petit peu besoin, donc on va le garder quelque temps en le transformant et en le mettant dans un véritable réseau au service des patients et non pas dans une atmosphère concurrentielle qui l'empêche d'avancer. Donc c'est oui mais. D'accord, je le note. Marc Penaud. Oui, clairement. L'ambulatoire est acquis, la médecine personnalisée et la médecine de parcours sont en train de se mettre en place et on ne peut pas imaginer une seconde qu'on va construire autant de nouveaux lits ou de nouvelles structures d'EHPAD et de long séjour qu'il va y avoir
de patients de plus de 75 ans d'ici 2035. Donc ça veut dire qu'il faut trouver autre chose, et ce n'est pas juste à l'hôpital qu'on va pouvoir le faire. Bah, c'est un oui franc quand même. C'est un oui. D'accord. Et Jérôme Nouzarède? Écoutez, je ne sais pas si je suis qualifié puisque je suis président d'un groupe de clinique. Vous avez Oui. posé des questions sur l'hôpital public. Oui, vous avez quand même... si vous n'avez pas, Non, mais pas d'avis sur l'avenir de l'hôpital public, il ne faut pas venir dans un débat comme ça. Non, mais je peux répondre sur la mort des cliniques. Oui. Et moi, ça fait 5 ans que 2 moins 2, ça fait moins 2. Oui. Je sais qu'il est tôt le matin, mais 2 moins 2 égale moins 2. C'est vrai 2% qu'il est polytechnicien. On commence 2% d'onda moins 2% de président de volume, ça fait moins 2 en tarif. Et votre réponse? Eh ben, ma réponse, je ne sais pas. Il y a des gens qui nous disent, écoutez, arrêtez de vous plaindre. Dans le groupe, il y a 25% des cliniques qui sont en déficit. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, c'est l'affaire des actionnaires. Eh ben, écoutez, voilà. Et les troisièmes, ils disent, ne vous inquiétez pas, l'hôpital sera là. Bon, ben, l'élève nous arrête, vient de répondre, ne sait pas. Donc, on fait les comptes. Alors, non, j'attendais pas de non. C'est quand même ceux qui pensaient que le mur de Berlin n'allait jamais s'écrouler. Il n'y en a pas, ça tombe bien. Non, mais... Ça, c'est ceux qui disent on ne sait jamais, un joli poste, ça ne se refuse pas. Bravo, messieurs, de ne pas avoir pris cette réponse. Oui, mais c'est la langue de bois. C'est pour ça qu'elle a changé, Elisabeth Hubert, ce que je lui ai dit hier. Je n'aurais pas dû la prévenir, mais enfin bon. Oui, c'est courageux, mais alors quand même vachement téméraire. Pourquoi? alors, je ne sais pas c'est dans quelle case. Bah, je réserve mon diagnostic sur votre présence en fonction de vos réponses qui vont venir. Mais vous n'avez pas pu le passer en illégitimité quand même. C'est pas ça, mais vous ne pouvez pas ne pas répondre à mes questions. Parce que ça... Alors, ben justement, on va commencer avec vous, tiens. Donc, si je comprends bien, l'hôpital est mort. Bon, ça c'est ce que tout le monde dit. On en parle depuis des années. Donc et on ne croit pas. Hein. Mais si, mais attends, le problème, c'est pas ça, c'est qu'il ne se passe rien. Donc, j'ai mes 3 hypothèses. Vous allez me dire laquelle est la bonne. On va commencer par la première. Ben, c'est tout simplement peut-être une mauvaise idée de le penser. Est-ce que c'est une réelle obligation? Est-ce que c'est la survie de tout le système de santé qui est en jeu? J'ai une autre interprétation, c'est qu'on ne veut pas regarder la réalité. Oui, d'accord. Mais alors, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que pour vous, c'est une obligation? Est-ce que vous pensez que le système est en péril si on continue comme ça? Marc? Continuer comme ça, c'est empêcher le système de passer d'un système de soins à un système de santé. Quand on regarde quelques chiffres au niveau international, hier, il a été question de la Suède. On regarde qu'en Suède, l'espérance de vie en bonne santé à la naissance est de 75 ans. Chez nous, on est légèrement au-dessus de la moyenne européenne, mais on est à 65 ans. Donc il faut qu'on se pose des questions sur ce que doit devenir le système de santé. Oui, vous, je sais que c'est les 50% de lits dont on aura plus besoin en gériatrie en 2035, c'est effectivement une de vos préoccupations. Bon, on va dire que l'obligation, ça ne semble pas être votre préoccupation. Une mutation très difficile à entreprendre. Là, vous allez répondre, parce que si ça ne se fait pas, c'est que c'est peut-être une mutation beaucoup plus compliquée à faire. Et est-ce que vous avez une idée du temps qu'il va falloir pour faire cette mutation? Écoutez, on est passé à la tarification de l'activité dans les cliniques en un jour. Ça a été préparé, mais on est passé en un jour. Donc je pense que lorsqu'on fait confiance, ça peut aller très vite. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je n'avais pas fait parler personne, mais je vous réservais la meilleure pour la fin. Troisième hypothèse, il y a dans ce dossier de très mauvaise volonté, en particulier à la politique loco-régionale. Est-ce que, justement, vous qui avez été une élue régionale, est-ce que vous êtes un frein, les élus régionaux, à l'évolution de l'hôpital? Oui, enfin, j'ai été plus élu national que régional. J'avais moins de succès aux élections locales que je n'en avais aux élections J'ai dit régional, vous avez été député. Non, mais tout à fait. Non, ce que je crois, alors, effectivement, c'est un frein parlementaire. Je pense que Claude Évin s'en rappelle peut-être. J'avais déposé un amendement, il y a donc maintenant plus de 25 ans, qui amenait à ce que les présidents de conseil d'administration des hôpitaux publics ne soient plus les maires des villes. Ça a eu un immense succès. Je pense que j'ai dû avoir 2 ou 3 parlementaires à l'époque qui ont signé mon amendement. C'est d'ailleurs assez logique, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et donc, ce qui me frappe, et je pense qu'il faut mettre le débat en corrélation avec hier soir ce que nous a, en quelques mots, évoqué Éric Orsena. Moi, je pense que finalement, si nous, au lieu d'être dans une société d'humains, nous étions dans une société de moustiques, ça serait quand même beaucoup mieux, puisque nous irions, vu ce qu'il nous a dit des temps de vie des moustiques, à peu près 200 fois plus vite que nous ne pouvons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en clair, aujourd'hui, et vous l'avez très bien dit lors de votre introduction, la temporalité, c'est toujours pour demain. C'est Monsieur le bourreau, il y a encore un tout petit peu de temps. Et finalement,
Oui, chaque année, on redit il y a 3-4 milliards de déficit, mais comme on arrive tout à fait à l'absorber, et que finalement, il y a un ONDAM, c'est vrai, organisé, comme on le voit encore cette année, mais avec des proportions d'augmentation qui se chiffrent quand même en quelques milliards maintenant, chaque année, eh bien finalement, on arrive à peu près à s'en tirer. Moi, je crois qu'il va y avoir, et je l'espère, à un moment ou un autre, quelqu'un qui va interférer dans le débat, et c'est le patient. Je pense que le patient il va interférer dans le débat parce qu'à un moment ou un autre, il va en avoir assez, qu'on le mette dans un lit sans qu'effectivement il ne soit évoqué d'autres possibilités, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, le film l'a dit, mais de plus en plus il aura connaissance que d'autres méthodes existent. Ne me faites pas la totalité du débat. Je vous ai posé une question, vous êtes brillante, mais vous n'y avez pas répondu. Le politique, si je comprends bien et si je traduis ce que vous avez dit, on a besoin de temps et de donner du temps au temps, mais le politique, il n'en a pas de temps, lui. Non, c'est exactement l'inverse. Ah bon. C'est exactement l'inverse. On n'a plus de temps et effectivement, le politique a un petit peu tendance à se dire que lui, il attend. Encore quelques instants, monsieur le bourreau. D'accord. Jérôme, vous vouliez... Oui, c'est vrai que la difficulté, c'est que le politique, il est souvent à moitié responsable, puisque c'est pas lui qui est responsable des budgets, etc. etc. Non, mais il est très impliqué dans la gestion de l'hôpital. Justement. Mais moi, je veux témoigner d'une chose, parce qu'on a eu plusieurs occasions où, clinique, hôpital, dans des bassins très difficiles, le jour où le maire considère que c'est pas l'un qui va se sauver à la place de l'autre et qu'il faut faire un projet commun, ça avance à toute vitesse. D'accord. Oui, Charles. Oui, vous avez un maire qui est très actif et très mobilisé sur les questions d'aménagement du territoire, comme tous les maires. Non, vous disiez que l'hôpital public n'avait pas bougé. Je trouve quand même qu'en 15 ans, il a un peu changé de configuration ou d'aspect. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas bougé, j'ai dit qu'il était mort, c'est différent. Mais non, vous avez dit que rien ne se passait. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de liste Valencien, il y avait des blocs opératoires et des maternités un peu partout, il n'y avait pas de pôle et il y avait un budget global. Et tout ça, le système l'a absorbé. Et moi, je rejoins Elisabeth Hubert quand elle dit qu'il faut aller plus vite. Je crois qu'on accélère de plus en plus. Les GHT, c'était il y a 16 mois. Et on est déjà dans une dynamique de stratégie de groupe public qui est tout à fait mesurable. Vous pouvez le regarder, c'est concret. Donc vous justifiez votre oui, mais là, de façon extrêmement précise. Alors, quels établissements, parce que c'est quand même le titre de ce débat, Jérôme, on va aller avec vous. On a compris que vous aimez beaucoup Madame Thatcher et qu'on privatise tout. Est-ce que ça peut être une solution? Vous voulez dire que ça peut se faire comme ça? Imaginons que demain, on privatise. Solution ou pas solution? Quand Mme Thatcher était là, j'étais pas né. Alors oui, mais justement, c'est moi j'étais déjà un vieux journaliste, donc je peux quand même vous dire ce qui s'est passé. Mais est-ce que le fait de privatiser, non, mais en France, c'est pas la solution. C'est pas la solution. En revanche, depuis 10 ans, on peut faire des G16 de droit privé avec la tarification publique. D'accord. Et ça, c'est pas une privatisation, puisque c'est une vraie coopération. Et ça peut fonctionner. Et les délégations, est-ce que ça vous intéresse? C'est-à-dire reprendre un hôpital qui ne va pas bien, comme ça dans certains pays, en Allemagne ils l'ont beaucoup fait. Écoutez, je pense qu'on en est loin, puisque je ne vais pas refaire le débat sur le service public hospitalier, mais vous savez qu'on en est exclu, donc on en est vraiment très 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 loin. Et puis c'est pas ce qu'on revendique. Attendez, non, mais que vous le revendiquiez pas, c'est vrai, mais est-ce que ça pourrait être une solution? C'est juste on est autour de cette table pour évoquer des solutions. Écoutez, je ne pense pas. Alors, on va, avec vous, Charles, aller vers des choses plus réalistes que la délégation et la privatisation. Heureusement que je n'ai pas dit oui. Hein. Non, mais vu votre commentaire. Non. On augmente les ressources. Nicolas Revel a annoncé qu'il y allait avoir une dotation plus importante. Et on gère mieux. En particulier, je voudrais vous poser une question. Le forfait hospitalier a augmenté de 2 €. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas augmenté. Est-ce que c'est une hypothèse stupide de dire augmentons le forfait hospitalier de façon à ce que l'hôpital soit à l'équilibre? Ça ferait quoi comme augmentation? 2 €, d'après ce qu'on a compris, ça fait 108 millions d'euros au niveau national qui vont être versés aux établissements. Mais c'est quand même, il y a quand même une forme de reste à charge dans cette augmentation du forfait hospitalier qui pèse sur le patient. On peut se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions. Non, mais je veux dire, ça veut dire que ça serait une augmentation de si on part de 4 à 500 millions d'euros de déficit pour les établissements publics de santé, ça ferait, oui, c'est ça, 6 ou 7 euros supplémentaires. Hors de question de demander au public de... ça augmente le forfait hospitalier de près de 50%. Donc on peut se poser la question de la légitimité de cette mesure. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Non. Bien sûr que oui. Mais justement, vous avez dit 400 millions. J'ai cru comprendre que 400 millions, c'est ce que vous alliez peut-être avoir. Oui, mais je pense qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre qui sont encore chez nous.
elles ne sont pas dans les services supports, les services logistiques, elles sont dans l'organisation imparfaite des soins sur un territoire, dans la concurrence qu'on se fait entre nous, et dans l'absence de réelle gradation des soins. Donc on a quand même des marges de manœuvre qui existent. On a un outil, je le disais, c'est le groupement hospitalier de territoire qui va former, on l'espère, une stratégie de groupe public intelligente au service de la population et non pas au service des établissements de santé qui sont omnipotents sur leur périmètre, il faut quand même bien s'en souvenir. Et ça demande un peu de changement et une vision plus intégrée de la population. Et c'est insultant de vous dire qu'il faut beaucoup mieux gérer ou est-ce que... Bien sûr que non, c'est pas insultant, c'est notre métier, Ouais, on doit le faire. Mais il y a encore de la marge. Il y a des axes de progrès, ça c'est Des axes de certitude. progrès. Alors vous, Marc, c'est une autre solution, c'est on fait un état des lieux, coût-efficacité, et on taille les branches mortes, peu importe les conséquences. Voilà, c'est pas peu importe les conséquences. Je suis un peu provocateur. Et c'est pas seulement sur le plan financier, c'est pas seulement l'origine financière du problème qui aboutit à des restructurations. C'est aussi des questions de démographie médicale. Charles l'a dit à l'instant, il est absolument urgent d'organiser les soins de façon territoriale, mais pas seulement entre les établissements publics de santé. Il faut que l'hôpital public s'ouvre sur la ville. On ne pourra pas seul trouver toutes les solutions aux enjeux, aux défis qui viennent de la démographie, on l'a dit tout à l'heure, sur l'évolution du nombre de patients âgés, sur l'évolution des pathologies chroniques. Donc il faut qu'on trouve des solutions de partage, de coopération qui n'existent pas assez aujourd'hui. Alors, vous avez dit qu'il faut s'ouvrir sur la ville. Juste je pense qu'on aurait dû donner une place à un représentant de la médecine libérale dans ce débat parce qu'il est fondamental que les médecins libéraux s'organisent dans les territoires, sinon d'autres vont le faire à leur place. Donc pour vous, c'est fondamental d'avoir ce lien avec la médecine. Ah mais je pense que c'est fondamental. Ce qui qui pose problème aujourd'hui, c'est quand même la non-fongibilité à peu près absolue des enveloppes. Et il me paraît tout à fait clair que la médecine de parcours vers laquelle il faut absolument qu'on aille doit passer par justement une certaine forme d'ouverture des enveloppes, une certaine forme de fongibilité. Aujourd'hui, chacun récupère sa mise en quelque sorte ou son dû, ce qui empêche ou ce qui entrave les coopérations. Et des coopérations du type GCS de droit privé avec une tarification publique. Donc, en effet, c'est une modalité, je dirais un petit peu intermédiaire qui peut émerger ou qui existe dans certains endroits. Mais enfin là, on parle de la médecine libérale, on ne parle pas de la médecine entre institutions. Non, mais c'était de la médecine libérale. Et dans la médecine libérale, il faut impérativement qu'on aille vers la médecine de parcours. Alors, vous, Elisabeth, votre solution, ça semble être on vide l'hôpital pour n'y conserver qu'une certaine forme de malade. Vous êtes une spécialiste de la HAD. Je suppose que l'ambulatoire est quelque chose qui vous convient totalement. Est-ce qu'on peut un peu détailler? Oui, tout à fait. C'est tout simplement, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais oui, et que mon oui était franc, c'est parce que je pense qu'on a longuement confondu hospitalisation et hébergement hospitalier. Les débats que l'on a eus, mais aussi tout ce que l'on connaît comme spécialistes, et à peu près toutes les personnes présentes ici sont des spécialistes en matière de santé, le savent, aujourd'hui on soigne bien différemment, et heureusement, de ce qui était la norme il y a 10, 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser là où est sa valeur ajoutée, l'hôpital, qu'il soit d'ailleurs privé ou public. Alors le privé, sans doute, et tu devrais dire merci Jérôme, grâce à la contrainte financière, s'est restructuré plus vite. Je crois de temps en temps à la vertu de la contrainte. On a des chiffres d'ailleurs là-dessus sur la durée d'hospitalisation sur des pathologies identiques entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Le PMSI donne les chiffres, alors il faudrait regarder effectivement les comparaisons pour bien comparer les mêmes actes. Certains diront que ce ne sont pas les mêmes populations de patients, etc. Je crois que c'est peut-être pas là le débat. Ce sur quoi je veux revenir, c'est que moi ce qui me frappe, c'est que l'on a, et encore récemment, et encore maintenant, continué à bâtir les murs des hôpitaux avec, certes, je sais que je suis caricatural quand je dis qu'on n'a pas évolué par rapport au passé, mais on construit encore avec une idée d'hébergement hospitalier. Et cela a des incidences, alors d'abord de coût, parce que bâtir
avec les investissements que cela représente, les amortissements qui vont peser sur les budgets hospitaliers, il faut après les payer. Et deuxième chose, ça veut dire aussi en termes d'organisation du travail des personnels, qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont dans des lits la nuit et qui vont peut-être le rester le week-end, ça amène à avoir des personnels de service, mais aussi des personnels soignants. À partir du moment où vous êtes dans cette situation, vous avez une organisation du travail qui vous amène à effectivement avoir des besoins en nombre de personnel. Et comme effectivement il y a les contraintes quand même qui ont pesé sur les établissements hospitaliers, ça amène à l'état de souffrance qui n'est pas illégitime, dont se plaignent aujourd'hui les personnels. Ce qui veut bien dire que l'organisation, et s'il y a un endroit et un sujet sur lequel mettre de l'argent, nous avons vu hier un débat qui était intéressant en matière de conduite du changement, c'est sur ce sujet-là qu'il faut le mettre. Donc, les bâtiments, il faut être beaucoup plus contraignant. 2, modifier la lecture que nous avons de l'utilité de l'hospitalisation, et nous aurons plus d'hospitalisation parce qu'il y aura des gens qui seront plus malades, qu'ils auront besoin d'un recours plus important au plateau technique. Par contre, ce qu'il faut aussi, et je le vois, et je finis là-dessus sur cette partie-là, sur le manque d'incitation, et je vais prendre un exemple. Où est mon activité de l'hospitalisation à domicile? Comment voulez-vous que nous puissions voir plus de recours à l'hospitalisation à domicile qui, très clairement, est effectivement l'alternative, le substitut à ce problème de l'émergement hospitalier? Comment voulez-vous qu'on puisse se développer quand nous, on va être financés sur ce qu'aura perdu l'établissement qui veut nous avoir adressé des patients? Je ne connais personne qui accepte aisément de se couper un bras et de le donner à son voisin. On peut être dans un contexte de grande générosité sociétale, mais je ne crois pas à cela dans ce dont nous parlons du système de santé. En clair, si nous ne trouvons pas le moyen de développer des pratiques différentes, en disant à celui qui va réduire son activité, tu ne vas pas tout perdre, en disant à celui qui va prendre les patients, tu ne vas pas y perdre et effectivement, il est légitime que tu sois payé pour ce que tu vas faire désormais. Et au troisième, qui est l'assurance maladie, vous allez aussi y gagner. Là, nous pouvons avoir un système intelligent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un système binaire, c'est l'un ou c'est l'autre, avec des économies qui sont réalisées. On a quand même, en hospitalisation à domicile, pour une bonne indication d'HAD, un coût qui est quasiment 4 fois moins important, et c'est légitime, pour les raisons que j'ai évoquées, par rapport à une journée d'hospitalisation conventionnelle. Mais si nous ne trouvons pas le moyen de faire en sorte que ce différentiel ne soit pas distribué différemment, vous n'aurez jamais de levier pour transformer les systèmes actuels. Ça reste une décision de médecin, la durée. C'est pas une décision... Non, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est une raison... C'est pas le directeur de l'hôpital qui va sortir les malades, c'est le médecin qui va dire d'accord. D'autant plus, et je veux le souligner, parce qu'après tout, c'est facile de brocarder ici ou là les personnes. Moi, je trouve, dans mon activité aujourd'hui, une grande compréhension de 2 catégories de personnes, pour des raisons différentes. Les directeurs d'hôpitaux, parce qu'ils ont une pression qui est celle des indicateurs qu'ils ont à rendre et des agences régionales de santé. Je le trouve aussi du côté des personnels hospitaliers, les infirmiers, les aides-soignantes, les assistantes sociales, qui entendent les patients et qui entendent cette demande de sortir de l'hôpital dans ce versant hébergement hospitalier. C'est plus difficile, et après tout, peut-être puis-je le dire parce que je suis moi-même médecin, c'est plus difficile de la part de mes confrères médecins d'entendre, notamment praticiens hospitaliers, qu'ils soient d'ailleurs dans le privé ou dans le public, parce que notre formation, la conception que nous avons de la médecine a toujours été près de mes yeux, près de mes mains. Loin de mes yeux, loin de mes mains, je n'ai pas confiance. C'est pour ça que nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet dans le débat, que moi je crois à une chose, la pertinence. Et je suis comme les architectes qui, quand vous leur posez la question sur un bien immobilier, vous disent l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Moi, mon leitmotiv, c'est la pertinence, la pertinence, la pertinence. Alors, si je suis caricatural, je résume en disant il y a ceux qui couchent et ceux qui ne couchent pas à l'hôpital. Hein. Donc, est-ce que pour... Non, mais justement, est-ce que pour vous, Jérôme, c'est quelque chose de fondamental dans le débat qu'on a aujourd'hui? Je souscris très largement à ce que vient de dire Elisabeth à l'instant, mais revenir sur 2 points. Un, l'immobilier, il y a eu un débat hier très intéressant. Je suis inquiet à la lecture du plan d'investissement, si j'ai bien lu, puisque sur les 5 milliards, il y aurait 3 milliards pour un nouveau plan immobilier. On a construit des cathédrales. Accessoirement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais
la plupart des projets hospitaliers publics, c'est un fait, hein, c'est pas un jugement de valeur, étaient financés, subventionnés dans ces plans-là à 50%. Ce n'est pas très incitatif pour construire moins, vous comprenez. Donc j'espère que cet argent-là, on va le disposer, l'utiliser ailleurs. Et puis deuxième élément, et sur ce que disait Elisabeth sur les professionnels, moi ce que j'observe, c'était dit hier également, c'est que tous les professionnels de santé sont totalement ouverts et désireux à ces évolutions-là. Il n'y a pas de frein à la matière. Je suis certain. Comment vous expliquez qu'en France, l'ambulatoire met autant de temps à s'imposer à cause des institutions. Quelle est la différence entre les praticiens qui sont à l'hôpital public et les praticiens qui sont dans les cliniques privées? En matière de durée moyenne de séjour, il n'y a pas de différence. Donc l'institution responsable de fait que l'ambulatoire à l'hôpital mette autant de temps à s'imposer. Et puis vous êtes d'accord avec cette notion qui consiste à dire qu'il faut vider un petit peu les hôpitaux des gens qui restent le week-end, par exemple? Non, mais ce qui est certain, c'est que l'ambulatoire est passé dans les mœurs. Chez les professionnels de santé qui, à l'hôpital public comme dans les cliniques, sont parfaitement maintenant formés à toutes les techniques opératoires, interventionnelles, anesthésiques, qui permet aux récupérations rapides après chirurgie, qui permet l'ambulatoire. Le deuxième point, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, j'avais commencé en Alsace et j'y suis retourné après. Il y avait des patients qui nous expliquaient qu'ayant cotisé pendant toute leur vie, il était normal qu'ils puissent rester hospitalisés autant de temps qu'ils le souhaitaient. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé, sauf que hier, en préparant le débat, vous m'avez dit qu'il y a dans l'hôpital, certains hôpitaux, des gens qui sont là depuis 1 an. Alors, c'est pas terminé. Alors, ça c'est différent. Ça, c'est différent. C'est pas les mêmes. Ceux qui disaient, il y a 20 ans... On n'est pas en train de parler uniquement des infarctus Non, on parle de l'hôpital. Mais il y a une question de volume et de nombre. Ceux qui disaient, il y a 20 ans, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai le droit de rester 15 jours à l'hôpital, ne sont pas les mêmes que ceux pour qui on n'arrive pas à trouver une solution de sortie parce qu'ils sont multi-appareillés, parce qu'ils sont multi-pathologiques, etc. Donc ça, c'est différent. Moi, je souscris totalement à ce que Elisabeth a indiqué tout à l'heure, en ajoutant que pour ce faire, on a besoin de réviser l'image de l'hôpital, y compris au niveau des politiques locaux. Donc on revient un petit peu sur le point précédent. Imaginez qu'un hôpital public, parce qu'il est hôpital public, a pour mission de tout faire là où il est, c'est juste inacceptable et ça n'a plus aucun sens. Donc ça veut dire que le système hospitalier, quand on parle de parcours, j'ai évoqué tout à l'heure le parcours ville-hôpital, mais c'est aussi, tu l'as dit Charles, c'est aussi une question de gradation des soins et de réorganisation territoriale qui doit nous permettre de faire mieux, d'avoir une meilleure réponse et de coûter moins cher. Juste un point là-dessus pour finir. Dans les réorganisations que je suis en train de conduire dans un cadre complètement fusionné, on a été amené, avec l'appui de l'agence régionale, à fermer un service d'urgence et à s'interroger sur d'autres services. La réaction immédiate, c'est, dans l'absolu, j'ai le droit à avoir un hôpital qui fait tout, j'ai le droit à avoir une maternité à 10 minutes, j'ai le droit à avoir des urgences, etc. Mais quand on regarde dans le détail, la population qui estime avoir ce droit, en fait, va ailleurs parce que dans l'hôpital de proximité dont on parle, tant qu'il n'a pas évolué, on ne fait pas la chirurgie en but, on ne fait pas la médecine en but, on n'a pas le plateau technique qu'il faut, etc. Vous croyez que les gens sont conscients de ça? Mais bien entendu. Oui. Il suffit d'aller sur Internet pour voir où ça se passe, comment ça se passe, etc. Donc ça veut dire qu'il y a loin, maintenant, entre l'idée de j'ai besoin, j'ai droit, et c'est un point de démocratie que d'avoir un hôpital à proximité et la réalité. Et je termine avec ça. Et les élus, et j'en ai fait vraiment l'expérience et je la fais régulièrement, les élus me semblent tout à fait prêts à entendre qu'un hôpital qui ne bouge pas est un hôpital qui a 50% de fuite ou 60% de fuite. Est-ce que vous remarquez qu'à 31 minutes de la fin, on n'a pas encore vraiment parlé du patient, très peu du parcours de soins? Ça peut être surprenant. Et en préparant ce débat, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, on fait des sondages pour n'importe quoi sur la couleur des chaussettes et j'ai vu aucune grande concertation nationale sur savoir ce que les gens ont envie de l'hôpital. Est-ce que vous avez une notion que ça existe, cette enquête? Est-ce que vous avez une notion qu'elle a été faite? Et des réponses, moi, je n'ai pas trouvé.
Non, mais déjà répondre à cette question-là, non. Écoutez, Ça serait peut-être une piste d'aller demander aux gens ce qu'ils Non, ont envie mais quand même. Avec simplement pardon, Jérôme, simplement une petite chose, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a encore une telle méconnaissance d'un certain nombre d'éléments, y compris ce que vient d'évoquer Marc il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'en réalité, la perception est peut-être différente de la réalité. De la même façon, lorsque vous voyez le dernier sondage qui a été fait sur les coûts et sur la somme que les gens se représentent être celle d'une journée d'hospitalisation, d'un acte, d'un traitement, je pense qu'avant de faire un sondage qui ne sera peut-être que... Pas un sondage, ça, c'est plus que c'est une enquête. Voilà, mais voilà. Non, parce que sondage, Oui. je n'y crois pas, c'est purement Mais je veux dire, émotionnel, j'y crois pas et ça non- ne sera pas du Je tout ne crois pas non plus au reflet- sondage, voilà. mais mon métier, c'est d'être traducteur officiel de la médecine. Et quand vous parlez de médecine ambulatoire et que vous faites un petit sondage auprès des téléspectateurs, ambulatoire, c'est celui qui arrive en ambulance à l'hôpital. Tout à fait. C'est simplement vous dire, quand vous me dites que l'ambulatoire est une notion parfaitement admise, laissez-moi penser. Jérôme, et puis vous après. oui, je vais les rebondir parce que sur ces questions de réorganisation, et nécessairement, on entend beaucoup parler du GHT. Hier, on avait un débat transversalité, verticalité. Et donc, forcément, nous, notre préoccupation, mais aussi notre questionnement, c'est de dire quelle sera l'articulation qui résultera de tout cela. Et puisqu'on parle du patient, moi, je voudrais plus qu'on conserve cette faculté de libre choix du patient, qui, je pense, est un atout fantastique de notre secteur, et je pense que c'est plutôt dans l'évolution sociologique et sociétale. Mais libre choix de quoi, par exemple? Attendez, plutôt que dans une logique qui serait celle, par exemple, de la filière, de la verticalisation. Vous rentrez là, vous suivez, vous n'avez plus qu'à suivre le film. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais bon, d'accord. Mais non, je vois pas, en fait. Alors, je vois pas vos gestes en disant verticalité, puis après vous me faites ça. Donc, vous voyez, suivez le fil. ouais. Voilà. Le fil, oui. Suivez le fil. Vous êtes rentré là, D'accord. et après vous suivez le fil. Ouais, Faut bah, pas c'est confondre ce qu'on filière et appelle. parcours. Faut pas confondre. Merci. Voilà. Filière et Voilà. parcours. Non, mais voilà, c'est- vous je avez traduit. Je traduis C'était très le... bien. Faut pas confondre La filière et langue, parcours. C'est très très bien. Voilà. Charles. Moi, je voudrais revenir quand même sur le patient et sur sa connaissance ou sa non-connaissance du système. Les patients, ils savent que la chirurgie complète pour des actes simples, c'est ringard. Ils le savent. Et ils nous demandent, écoutez, moi je vous le dis, Oui, oui, ils non, nous demandent, en je- tout cas au CHU de Nice, de leur proposer une prise en charge ambulatoire organisée à l'avant et à l'après de l'intervention, le tout programmé avec des examens rapprochés et un service qui soit le moins intrusif possible dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc moi je ne suis pas d'accord pour dire que les patients sont les moins informés de notre système de santé. Je pense qu'ils nous aident au contraire à avancer beaucoup plus vite. Et les cliniques le savent très bien puisqu'elles communiquent sur ces aspects d'organisation et de qualité de l'organisation. Et c'est là-dessus que, notamment sur la chirurgie, on peut avoir des problèmes dans l'hôpital Ça a public. déjà été dit, mais heureusement qu'il y a les patients. Ben oui. Votre C'est pour ça non, que je mais- vous ai dit qu'au bout de 30 minutes, Pour- c'était temps qu'on y arrive. Pour faire bouger. On peut parler. Votre question de tout à l'heure, c'était transformer les freins. Heureusement qu'il y a les patients. D'accord. Alors, moi, simplement une nuance. Charles, désolé, je craque un peu les Faut se allumettes. battre hein, pour avoir le. Vous êtes à Nice. Moi, il se trouve que j'ai des établissements d'HAD dans des endroits charmants, mais la Lozère, la Haute-Marne, la Marne. Je trouve quand même que perdure une grosse inégalité sociale et territoriale. Et d'information. Parce que Eh bien, tout simplement d'information, parce Oui. que quand vous êtes au fin fond de la Haute-Marne, quand vous êtes au fin fond de la Marne, de l'Eure, etc., cette connaissance de la réalité, et vous allez où on vous envoie. Grande cicatrice pour un chirurgien, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, Non, mais c'est- je pense là, la réalité, je pense qu'il faut y faire attention. Et je suis par contre complètement d'accord avec Marc. Et on le voit, des initiatives ont été prises. C'est vrai, plus dans le privé. Mais quand je vois, je ne citerai pas parce que je n'ai pas à le citer, mais un grand groupe qui a développé, oui, ces plateaux techniques, mais avec des postes avancés pour que les consultations puissent être faites. Si vous n'êtes hébergé, même si c'est à 200 km de chez vous, que 2 ou 3 jours, vous l'acceptez. Vous avez eu la bonne consultation, vous savez que vous allez avoir le bon suivi qui va être organisé, et les gestes qui ont été pratiqués le sont dans un environnement sécure et de compétence. C'est ça vers lequel il faut aller. Le reste, c'est de la parlotte. C'est la Mayo Clinic, hein, la clinique de la deuxième chance aux États-Unis. On vient pour 2 jours. Oui. Marc, parce qu'après, Un point sur les patients. Les patients, il faut se méfier que ce ne soit pas une tarte à la crème. Il n'y a pas un seul projet d'établissement, à ma connaissance, au cours des 15 dernières années, qui n'est pas affiché dans le cadre des soins, du projet médical, etc., le patient au centre de tout. La vérité,
est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, vous êtes courageux de dire ça, ce genre de... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'hier, il y a eu un débat qui était d'une extrême importance et très passionnant autour de l'implication des patients dans l'expérience patient du point de vue médical. Donc c'est la suite, la mise en pratique de la valeur créée pour le patient par Michael Porter. Et ça, je crois que c'est une vraie valeur ajoutée. Il faut qu'on aille là-dessus, mais pas seulement dire le patient au centre de tout, parce qu'on a vu ce que ça a donné. En fait, on a protégé les structures, on a protégé les acquis et les murs, mais on n'a pas parlé des patients. Ben oui, À force d'être au centre, pardonne-moi, à force d'être au centre, finalement, le patient a été la boule du billard Oui, qu'on se renvoyait les uns les autres. C'était pas que c'était pas bien d'être le patient au centre, c'est que ça n'a pas été suivi. Il ne faut pas prendre une décision qui est bonne et puis parce que c'est son application. Non, mais le patient, je suis désolé, le patient au centre du problème, c'est quand même effectivement la chose dont tout le monde autour, on a envie que ce soit le cas. Donc après, que ce soit mal interprété. Oui, mais de façon théorique. Quand on demande au patient si le sujet, c'est qu'il a bien dormi, on ne l'a pas trop embêté, il a bien mangé, etc., on ne parle pas du sujet. Le sujet, c'est ce qui a été dit hier, c'est la chaîne de valeur de Porter, c'est-à-dire vous qui êtes atteint de telle pathologie, qui avez une insuffisance cardiaque, etc., qu'est-ce qui importe pour vous et l'institution où les professionnels de santé se mettent autour de la compréhension du besoin pour y répondre. Vous avez déjà vu un chirurgien faire le consentement éclairé devant le patient, c'est-à-dire que là, on lui décrit qu'il peut mourir à tout moment pour l'intervention, et puis on lui dit « ça va, vous avez compris, au revoir, à demain ». Donc c'est vrai qu'effectivement, l'information est importante. Mais on va rester sur une tarte. Vous avez parlé de patient tarte à la crème, vous avez une autre tarte à la crème. Je parle pour la Meuse et le Bas-Berry, c'est l'innovation. Oui. Parce que vous pensez que tout va passer par l'innovation. C'est vrai que quand on voit le programme de CHAM et qu'on parle d'intelligence artificielle qui arrive, encore que hier, je n'ai pas eu d'exemple concret qu'elle est arrivée. Pour vous, l'innovation qui doit tout changer, c'est quoi? Je pense que l'innovation technologique n'est pas le but, mais c'est un moyen de modifier des organisations et d'être innovant en termes d'organisation. Un exemple, lorsque j'étais directeur général adjoint à Grenoble, on avait introduit en essai clinique un dispositif d'extraction du CO2 pour donc une sorte de dialyse de CO2 pour les patients qui sont atteints de BPCO, de bronchite chronique obstructive. Le résultat, c'est quoi? C'est une action qui fait que le patient, on n'attend pas que le patient ait un étouffement et arrive en ambulance de toute urgence à l'hôpital et reste éventuellement plusieurs jours en réanimation. Au moment où on le suit à distance, on s'aperçoit que son taux de saturation nécessite une prise en charge. Il vient à l'hôpital et dans un séjour de réanimation de jour, donc on invente par là même la notion de réanimation de jour, on soigne quelqu'un qui retourne chez lui. Ça change tout. Oui, mais vous êtes tombé directement dans mon piège. L'innovation avec la BPCO... Je l'ai fait exprès. Oui, je sais. Mais pour vous renvoyer la balle. L'innovation avec la BPCO, d'accord, c'est important. Mais vous ne croyez pas que l'innovation en matière de BPCO, ce serait de trouver l'application qui fait qu'on arrête de fumer? Là, on est dans l'innovation. Oui, dans une innovation. Dans un monde idéal, il n'y a plus de malades. Hein. Voilà. Attendez, oui, mais ça c'est trop facile. L'arrêt du tabac, c'est quand même quelque chose qu'on peut. Non, c'est quelque chose qu'on peut envisager quand même. Ah, ça, si vous plaidez une convaincue. Donc, oui, donc justement, c'est pas totalement utopique. Mais c'est vrai que donc pour vous, l'innovation va. Est-ce que ça va dans le sens de ce qu'a dit Elisabeth? L'innovation va faire qu'il y ait moins de malades ou garder moins longtemps, soigner plus vite et à moindre coût? Est-ce que l'innovation n'est pas trop coûteuse par rapport à vos problèmes financiers? Mais l'innovation doit nous permettre d'entrer dans un système de santé, doit nous permettre d'accompagner la prévention, doit nous permettre de suivre les patients à distance et de ne pas forcément être obligé de les héberger. Mais la difficulté de l'innovation, c'est effectivement son financement. C'est que celui qui met les premiers euros pour investir n'est pas forcément celui qui va récupérer l'économie globale pour la société. Et donc on revient à la question de la non-fongibilité des enveloppes. Alors évidemment, c'est un débat aussi vaste, on est obligé de zapper un petit peu et on ne va pas rester trop longtemps. Mais j'ai en face de moi le président de la CSMF qui me fusille du regard parce que, et là la question va être pour vous, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Maubeuge? À Maubeuge, ils ne vident pas l'hôpital, ils vont chercher les clients dehors, puisqu'ils ont décidé de faire, l'hôpital de Maubeuge a décidé de faire une consultation de médecine générale pour dire, la phrase c'est délocaliser l'offre de soins sur le territoire. Donc ils vont proposer des consultations de médecine générale et prendre en charge la rémunération du ou des médecins. C'est une piste ou une provocation? Bien sûr que non, ce n'est pas une provocation, c'est plutôt
Sans doute, moi je ne connais pas la situation particulière de Bah, la Maubeuge, population dans la rue, Maubeuge. donc tout baigne. Mais il y a sans doute une question de réponse à un besoin de santé qui est fort légitime et que l'hôpital a cherché à adresser. Ensuite, je pense que c'est aussi un investissement pour l'hôpital. L'investissement, c'est de faire le pari que la consultation avancée, que d'avoir des médecins généralistes ou une antenne hospitalière ouverte sur la ville, ce qui n'est pas interdit, me semble-t-il, permettrait ou doit permettre ou devrait pouvoir permettre d'éviter des passages aux urgences qui sont extrêmement coûteux pour les établissements de santé, qui n'offrent pas la qualité des soins qu'on est en droit d'attendre pour l'ensemble des venus. Je ne parle pas des services d'urgence dans leur champ vraiment sanitaire d'une réponse à un problème de santé aigu, mais bien au fait qu'il se substitue à un certain nombre d'offres de soins. Vous ne pensez pas que le médecin généraliste peut faire tout ça très bien? Bien sûr, mais parfois on n'en a pas, parfois il en manque. Parfois on a besoin de pallier assez. Je vais retenir la première partie de votre réponse, parce qu'il fallait y aller sur ce dossier-là, c'est de dire l'hôpital fait plein de choses que personne ne veut faire. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui restent un an, quand vous avez des pathologies longues, douloureuses, difficiles, l'hôpital alors on ne peut pas dire que ça sert de vide malade, hein, parce que ça, mais vous allez faire ça, ce que Jérôme, avec ses cliniques, n'a pas à faire. Est-ce qu'on peut aller sur ce débat-là tous les deux? Est-ce que l'hôpital n'est pas indispensable pour faire tout ce que l'hospitalisation privée ne fera pas? Vous allez laisser répondre, hein, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu réducteur de limiter au fait que l'hospitalisation privée ne réponde pas à un certain nombre de malades qui se retrouvent forcément à l'hôpital public. Non, tout va bien, au CHU, je vous remercie. Non, il y a un problème d'engorgement médico-social, il y a un problème délirant sur le SSR qui fait qu'on accepte de continuer à payer 1 200, 1 300 euros par jour des séjours en médecine parce qu'on n'a pas de lit de SSR à 350, alors qu'on a besoin de lits de SSR. On faisait le point au CHU de Nice sur les séjours longs. Il y a seulement 10% des séjours longs qui sont justifiés par une indication médicale. 90% des séjours longs du CHU de Nice le mois dernier sont justifiés par l'absence de dispositifs, de disponibilité de moyens médico-sociaux, sanitaires, de moindre intensité, etc. Ou de ce qu'on appelait avant les alternatives, qui sont des nouveaux modes d'hospitalisation comme l'hospitalisation à domicile, les SIAD, etc. Et notre problème, c'est qu'on a un problème de régulation générale du système qui fait qu'on garde les malades parce qu'on ne sait pas où les mettre. 90-10 à Nice. Alors, on va se tourner vers les cliniques. Est-ce que vous avez des chiffres comme ça, 90-10, dans certaines de gens qui sont dans vos lits et qui n'ont... Sur les séjours longs, pas sur l'ensemble des patients. Je pense qu'on est en train de parler d'une toute petite frange. Bon, d'accord. Et je remercie Charles Guéprat d'avoir dit ce qu'il a dit, parce que ça m'a évité de le dire. Mais arrêtons, encore une fois, d'opposer ce procès en légitimité. Les cliniques ne prennent pas tel et tel type de malade. Les cliniques ne prennent que l'activité rentable. Les résultats des cliniques sont autour de 2% et l'assurance maladie couvre 90% de nos chiffres d'affaires. Donc on facture à perte. D'accord, mais on a le droit de dire dans un débat que c'est un faux débat. Et pour vous, ça, c'est un faux débat. L'hospitalisation à domicile? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, je dirais à Charles, manifestement, il faut que l'on travaille ensemble à ce que l'hospitalisation à domicile à Nice soit plus efficace, puisque ça résoudrait certainement, peut-être pas les 90%, mais un fragment du 90%. Non, ce sur quoi je veux revenir, c'est le début de votre interpellation avec l'exemple de Maubeuge. Oui. Je crois qu'en réalité, bon, moi, si la question vous posiez piste provocation, je dis connerie. Voilà. Je pense que c'est pas une bonne solution. Je pense que ce n'est pas ça. Et qui plus est, ce que j'en ai lu, ce n'est pas les exemples que j'ai tout à l'heure évoqués d'une désertification médicale où sur des cantons entiers, il n'y aurait personne. Et là où, effectivement, il pourrait y avoir une légitimité de recherche de solutions. Sauf que moi, je constate une chose, c'est que dans les endroits où il n'y a pas de médecin généraliste, en règle générale, les hôpitaux aussi qui sont de proximité ont tout autant de difficultés à trouver des médecins hospitaliers. Absolument. Donc ce ne sont pas ces hôpitaux-là qui pourront être les postes avancés de médecine générale. Et par contre, s'ils ont des médecins à l'hôpital, c'est qu'il y en a aussi en ville. La cartographie, elle est évidente. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que quand on évoque l'innovation, que vous évoquiez tout à l'heure et pour lequel Marc donnait des exemples, c'est que je pense qu'il faut faire très attention à la définition que nous donnons à l'innovation. L'innovation, pendant des années, nous avons pensé qu'elle était thérapeutique. Et puis nous avons vu qu'elle devenait technologique.
Et aujourd'hui, et j'en suis ravi, beaucoup de rapports ont été faits en la matière sur ce sujet, on constate que cette innovation, elle peut être aussi organisationnelle. L'organisationnel, d'ailleurs, étant fortement appuyé sur cette innovation technologique et cette innovation thérapeutique. Ce que nous n'avons pas su faire en France depuis des années. C'est-à-dire que nous avons laissé les deux innovations que j'ai citées en premier plan se développer et on n'a pas su changer nos process. C'est pour ça que là, je crois, et qu'il est extrêmement important d'embarquer le monde du domicile. Je ne dirais pas l'ambulatoire, parce que vous disiez qu'effectivement, c'était corrélé avec ambulance, mais le monde du domicile, les professionnels du domicile, dans cette transformation de notre organisation, pour que le parcours du patient ne soit pas effectivement un processus de filière, mais soit vraiment quelque chose d'organisé, d'anticipé, parce que là aussi, si 90% des patients restent à l'hôpital, c'est que l'on a, et moi je suis frappé dans mon activité d'hospitalisation à domicile, de voir à quel point on n'arrive pas à anticiper. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on voit un patient qui a un cancer qui est en train de se dégrader, on se dit, bon, à l'évidence, la fin est proche. La fin est proche, et je vois des patients qui restent, et où gentiment, on nous appelle un matin pour dire, ah non, mais alors là, attendez, à l'hospitalisation domicile, il faudrait que vous interveniez cet après-midi. Alors vous ne tracassez pas, hein, on a tout retiré, il n'a plus de morphine, il n'a plus rien parce qu'il va mourir. C'est irrespectueux. Ce patient, 3 semaines avant, on pouvait le mettre à son domicile. Alors c'est vrai, d'ailleurs, au lieu de rester 3 semaines à son domicile, il serait resté 6 semaines, parce que quand on les voit revenir chez eux, au milieu de leur environnement, ça va un tout petit peu mieux et ils ont une fin de vie plus paisible. C'est cela, c'est qu'on est incapable d'anticiper, qu'on ne sait pas le faire, on ne sait pas se projeter. C'est pour ça que j'en reviens à une chose, l'argent, les 3 milliards que l'on évoquait tout à l'heure, plutôt que des briques et des murs, on adore construire en ce pays, donc des briques et des murs, que l'on finance les changements, la politique de changement, la politique d'organisation. Jérôme ? Non, mais je rebondis parce qu'on parle beaucoup en ce moment de transformation. Et finalement, au-delà des questions sémantiques, est-ce que la transformation, c'est une adaptation ou est-ce que c'est une destruction, certains diraient, constructive ? Bon. On revient sur l'innovation et on revient sur les conditions d'innovation. Je le disais tout à l'heure, et l'exemple de la chirurgie ambulatoire ou la tarification de l'activité que je citais tout à l'heure, faisons-nous confiance, qu'on nous fasse confiance. D'accord. Confiance. Vos cliniques, vous en avez combien ? 120, mais sans clinique. 120 établissements, mais sans clinique. Elles sont toutes aussi bien gérées les unes que les autres ou il y a des meilleurs gestionnaires que... Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit que 25% étaient en déficit. Alors certains me diraient qu'elles sont mal gérées, mais je ne pense pas que ça soit qu'une question de... Parce que ça, je vais me tourner vers nos 2 directeurs d'hôpitaux. Il y a 50 directeurs d'hôpitaux en France. Est-ce qu'il y a... Un peu plus. Non, mais je parlais des gros. Des gros dont on... Des gros directeurs. Des gros hôpitaux. Je sais pas. Non, mais c'est parce que, excusez-moi, je sais qu'il y a 30 CHU. Il y a 30 32 CHU, et voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des hôpitaux... Alors, la question n'est pas facile, hein. Oui. Et est-ce qu'il y a des hôpitaux publics modèles ou est-ce que vous êtes tous dans le même siphon ? On est tous concernés par les mêmes problématiques. Vous évoquiez, Jérôme, la question de la transformation, qui est une partie de réponse à ça. Il est lude, hein, mais c'est pas grave, on va y revenir. La question de la transformation, elle sera radicale et elle nous concernera dans l'appel que vous faites très légitimement à quelque chose de plus, comment dire, une approche qui soit plus imbriquée, quand on passera au financement au parcours. Le financement au parcours suppose, le bundle payment suppose que l'un des acteurs est dépositaire d'une somme pour acheter les prestations durant un parcours de soins, pour une année, pour quelques mois, autour d'un patient, public, privé. Donc là, on aura, et je l'appelle de mes voeux, une vraie transformation qui sera disruptive, comme on dit, dans nos modalités d'échange, nos modalités de partage autour des patients et nos modalités de financement. Est-ce que la gestion, est-ce que vous avez vraiment les armes pour vous gérer vos hôpitaux de façon un peu personnalisée ou est-ce qu'effectivement vous avez tous les mêmes problèmes et malheureusement pas les mêmes ? Alors, on rencontre tous globalement un certain nombre de problèmes qui sont similaires, notamment sur des questions de démographie médicale, avec plus ou moins de forte intensité. Alors, quand il y a une... C'est la démographie qui fait que certains hôpitaux sont très déficitaires et d'autres pas du tout, le type de région et tout ça ? Non, c'est pas que ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'effet taille et d'effet gamme. Hein. C'est basique, mais ça fonctionne aussi à l'hôpital. Des hôpitaux qui sont trop gros génèrent forcément des économies d'échelle et nécessitent des transformations pour améliorer
les process de soins qui sont extrêmement nombreux, donc il faut tout cartographier, il faut tout vérifier, et des établissements trop petits n'atteignent pas la taille critique suffisante pour arriver à autofinancer leur structure et notamment leur plateau technique. Donc on est vraiment entre les deux, et il y a des tailles qui sont un peu idéales, entre 400 et 600 lits, qui permettent justement d'être bien positionnés. Mais moi, pour répondre à votre question plus directement, Oui. on a évidemment les moyens de gérer ou d'améliorer le fonctionnement des hôpitaux, y compris des hôpitaux publics, puisqu'on a une grande marge de manœuvre sur le fonctionnement interne de l'hôpital. Il ne nous reste plus que 11 minutes. Non, je suis désolé, mais on ne va pas avoir... Mais je voudrais revenir sur le bundle payment, parce que c'est toujours l'articulation verticalité, transversalité. On a d'autres manières tarifaires de faire du parcours sans le bundle paiement. Parce que le bundle paiement, c'est quelqu'un, peut-être le centre hospitalier, qui est responsable de l'ensemble. C'est Maubeuge. Voilà, c'est Maubeuge. Alors, vous savez que Cham, on rêve à Cham, regardez le parcours de certains en un an, ce qui s'est passé à Cham. Donc, Cham étant une baguette magique, je vous nomme tous les 4 ministres des hôpitaux en pleine réforme. Et on va sortir du yaka faucon des fins de débat. Vous avez 1 minute chacun et pour prendre une décision, votre première mesure. Je vais commencer par vous, Jérôme. Privatisation? Non. 2 mesures. 1, considération. Oui. 2, parcours. D'accord. Bon, je vous avais donné 1 minute, c'est parfait. Vous avez... Alors, on va aller après... C'est pas la conclusion, hein. Non, c'est pas la conclusion. C'était dire, je viens de vous nommer, vous êtes pragmatique, vous êtes ministre des hôpitaux, vous êtes... Considération, parcours. Vous l'expliquez quand même après au champ, parce que... Parcours, on vient d'en parler. Oui, d'accord. Et considération, c'est D'accord. ce qu'on n'a pas fait pendant 5 ans. La minute est passée. Alors, vous, Elisabeth, vous nommez une commission de tête bien faite, la technique de Lénard qui envoie derrière? Oui, enfin, chacun sait que je ne me retrouve pas trop ni dans cette démarche énarchique, ni dans les nominations de commission, non. Quand tout à l'heure j'ai expliqué ce qu'était à mon sens le leitmotiv, moi je crois à la pertinence assise sur la qualité, je crois que c'est un élément important, et la première chose que je demanderais pour mettre en application ce que j'évoquais, c'est-à-dire du bon usage de l'hébergement hospitalier, c'est que à l'entrée d'un patient à l'hôpital, après que le bilan médical ait été fait, il y ait obligatoirement réponse à 2 questions. Est-ce que ce patient que je viens d'examiner, pour lequel j'ai fait un diagnostic et pour lequel j'ai demandé un certain nombre d'examens, a besoin d'une surveillance continue parce que son pronostic vital est en jeu? Oui, non. Deuxième question, est-ce qu'il a besoin du plateau technique pour des raisons interventionnelles ou diagnostiques? Oui, non. Si c'est non à ces 2 questions, dès ce moment-là, je commence à envisager la façon dont derrière doit s'orienter son parcours et comment je peux effectivement ne pas me contenter de le mettre dans un lit hospitalier, mais je lui trouve une autre solution. Et ça, c'est une mesure obligatoire à l'entrée de tous les patients, systématiser cette démarche. Charles, votre mesure, vous lancez une évaluation objective des services qui ne marchent ou qui ne marchent pas? Alors, moi, je pense qu'il faudrait changer le mode de tarification des établissements en y intégrant de façon massive la qualité. Il faudrait passer de la T2A à la TAQ, alors c'est très moche, hein, je suis désolé, mais à la tarification, à l'activité et à la qualité, puisque la qualité, c'est quand même tout. Nous sommes drivés par les recettes. Je suis désolé, peut-être que les gens croient que ce n'est pas le cas, mais on fonctionne quand même sur ce qui va rentrer à l'hôpital. Et ce qui rentre, c'est de l'activité, c'est du volume, et la qualité est traitée par d'autres indicateurs qu'on remplit méthodiquement chaque année, qui sont colligés, que les ARS utilisent ou pas dans le dialogue de gestion. Mais on n'est pas motivé intrinsèquement par un soin de qualité quand on est gestionnaire hospitalier, pas quand on est professionnel de santé au service des malades, bien évidemment. Et je pense que si on avait une réelle incitation ou une réelle désincitation à la qualité, avec des indicateurs qui ne sont pas la température du repas ou l'heure de service du repas ou la douceur des draps, mais des indicateurs de robustes et médicaux qui portent sur la prise en charge, c'est ce que disait Elisabeth Hubert à l'instant, sur la pertinence, sur la prise en charge médicale, eh bien je pense que les choses changeraient, elles changeraient beaucoup plus vite qu'elles ne changent aujourd'hui avec IFAC qui peut représenter 0,13% du budget du CHU de Nice. Marc, vous, c'est l'innovation, votre première mesure? Alors, je vais vous dire dans quel sens. Avec 2 objectifs.
et un objectif final. Les deux objectifs intermédiaires, c'est frugalité et agilité. L'objectif final, c'est la pérennité. J'ai juste repris les termes de Madame Ducotet d'hier. Derrière ça, il y a une question de management, c'est-à-dire d'organisation des équipes, de leadership, de volonté de transformation, de compréhension, de faire en sorte qu'on aille dans un sens qui ait du sens, qu'on ait un or qui ait du sens en quelque sorte pour l'ensemble des professionnels de santé, en marquant et en soulignant que les hospitaliers ont su déjà s'engager dans ces termes-là, frugalité, agilité, en vue d'une certaine pérennité. Alors, à l'appui de ça, je crois beaucoup en effet à l'introduction de l'innovation technologique. Ce n'est pas la panacée, tout ne va pas dépendre de ça, mais je crois qu'il est absolument indispensable que les hospitaliers professionnels de santé arrivent à avoir accès au marché de la même façon que les industriels doivent pouvoir avoir accès au marché, parce que tant qu'on n'a pas ces outils, on ne peut pas engager les restructurations organisationnelles qu'on a évoquées. Alors, je voudrais vous voir au journal de 20h parler de frugalité et d'agilité aux patients. Ce n'est pas forcément une notion facile à défendre, mais parcours et considération. Il y a ceux qui couchent et ceux qui ne couchent pas. Et puis, la TAQ est née à Cham. Si vous avez au moins le mérite de faire des résumés clairs. Donc, il me reste 5 minutes et 34 secondes. Je vous avais dit 1 minute chacun pour conclure. Et puis, moi, je prends le reste. On va commencer par ordre alphabétique. C'est à vous, Charles. Bah, écoutez, moi, je crois que l'hôpital a encore beaucoup d'avenir devant lui. On a plein de beaux chantiers à mener. On l'a vu. Je crois qu'on peut compter, et je rejoins là, sur la confiance et la considération. Je crois que les acteurs du système sont prêts à bouger. Ils l'ont toujours montré. Alors ils doivent être aidés. Il faut que les pouvoirs publics soutiennent une démarche de transformation qui est nécessaire et importante pour notre système. Et effectivement, il faudra essayer d'y inclure de manière concrète le patient et les professionnels de ville, puisqu'on en a quand même assez peu parlé dans ce débat, et l'hôpital ne peut pas vivre sans être intriqué et irrigué par les professionnels de ville qui lui adressent les malades qu'il va prendre en charge. Merci Charles. Jérôme Nouzarène. Les professionnels de santé, ils ne font pas leur métier par hasard. Ils ont encore et souvent, et pour la plupart d'entre eux, une vocation. Et de fait, ils se sont toujours adaptés. Ils ont toujours innové. Les médecins ont été les premiers à utiliser les voitures, les médecins ont été les premiers à utiliser les téléphones, les médecins ont été les premiers à utiliser les smartphones, etc. etc. Et d'ailleurs, le code de déontologie, c'est ça. Prodiguer les meilleurs soins avec les connaissances et les techniques et les thérapeutiques du moment. Son mari, le dernier, utilisait Internet par rapport à la population. Non. Voilà. Alors, ça, c'est déjà une chance extraordinaire. Donc finalement, la responsabilité pour que les choses évoluent, se transforment, s'adaptent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la nôtre, celle des gens qui sont là dans la salle. Et je reprends un peu ce que j'ai dit à l'instant, considération, il faut qu'on ait des échelles de temps plus courtes. Souvenez-vous qu'il fallait 4 ans pour avoir la capacité de faire de la télémédecine. 4 ans. Bon, voilà. Donc, échelle de temps plus courte, considération, confiance. Et je dirais, puisque hier, même si c'est un peu utopique, mais Cham, c'est peut-être un peu utopique, on a parlé d'amour, moi je dirais plus simplement bienveillance. Merci. Belle conclusion. Marc ? Moi, je pense qu'on est, dans une certaine mesure, un peu dans la situation de créateurs de produits qui ont plein d'idées, qui savent faire plein de choses, mais il manque peut-être le lien avec le besoin final, le design d'usage en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut qu'on repense certainement nos organisations autour de cette notion, sachant que, je rejoins ce qui a été dit, on sait pouvoir s'appuyer sur le génie des personnels hospitaliers, sur leur implication, sur leur volonté de bien faire, qui apparaît sans arrêt au moment des crises, mais aussi au moment du quotidien, dans le quotidien. Donc je crois que il faut savoir vers quoi on va, savoir poser des caps qui aient du sens collectivement, et c'est
c'est comme ça, je pense, qu'on trouvera des solutions adéquates. Merci. Alors, Elisabeth Hubert, je rappelle que vous êtes ancienne ministre de la Santé, que vous avez été une actrice majeure dans des sociétés privées, que vous êtes un acteur majeur de l'HAD, donc vous êtes à même de faire la synthèse. Merci, oui, je te refile la patate chaude. Merci. Non, simplement... En une minute. Je reviens, non, mais ça va être très rapide. Je reviens, vous savez, moi je suis une primaire, donc je reviens à la question qui a été posée. Notre table ronde, c'était établissement de soins, pourquoi faire ? Je crois d'abord, et on l'a largement évoqué dans ce débat, c'est que établissement de soins, c'est demain, c'est la santé en réalité. C'est-à-dire qu'on est en train d'élargir le sens de quelque chose, et ça va tout à fait d'ailleurs dans la lignée de la stratégie nationale de santé, avec cet amont, la prévention, vers lequel aujourd'hui on veut beaucoup plus se diriger. Donc ça, je crois que c'est la première notion que nous avons. Nous allons élargir le spectre des établissements, non pas sur un plan territorial ou sur un plan je vais manger les autres, mais dans sa vision qui est celle qui doit être donnée. La deuxième chose, c'est on a beaucoup évoqué le parcours patient et on a évoqué le fait qu'effectivement il fallait être très prudent par rapport à la notion de filière et à la volonté parfois hégémonique de certains acteurs. Moi, je ne crois qu'à une chose, et je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, Charles l'a réévoqué, pertinence appuyée sur la qualité. Et c'est le patient qui est effectivement un élément majeur en la matière. Et troisième chose, c'est que je crois qu'établissement de soins, avec les obligations qui sont celles des obligations des établissements de soins, n'oublions pas, continuité des soins, des démarches qualité, sécurité qui sont drastiques, je crois que demain, cette notion, elle va s'élargir au monde du domicile, au monde de l'ambulatoire, et en premier lieu, parce qu'ils ont le plus de légitimité à entrer dans le système, aux maisons de santé et aux pôles de santé, dont je pense qu'ils pourront faire un lien harmonieux avec ce que nous faisons en hospitalisation domicile, mais à ce que seront demain les rôles des établissements de santé. Merci, je n'ai plus le temps de rien dire, mais vous avez été tellement brillants. Je voulais simplement vous remercier, d'abord vous les inviter, parce que ce n'est pas facile de répondre à toutes ces questions. C'est pour moi très facile d'animer, parce que c'est plus un jeu, mais pour vous, c'est effectivement des choses extrêmement sérieuses. Je voudrais remercier l'organisation de CHAM, qui plus que jamais mérite le nom de Davos de la santé, même si je préfère Chamonix au canton des Grisons. Et puis une mention spéciale à Guy Valencien, qui nous réjouit chaque année avec un enthousiasme d'adolescent et dont nous devrions tous nous inspirer, mais avec une rigueur sans faille, ce qui n'est donc pas incompatible. Je vous donne rendez-vous à Cham l'année prochaine en espérant qu'on me donne un autre débat. L'information du public, par exemple, ce qui est mon métier. Merci et bonne fin de...